Il est pas loin de 7 heures. La place est calme. Il y a un peu de médias. Et il y a un attroupement. Là, à vue d'œil, il doit y avoir entre peut-être 500 ou 1000 personnes. On va dire 500 personnes. On va essayer de trouver quelqu'un. Le début, c'était que je devais distribuer des prospectus pour un cours de salsa. Et j'avais un point à distribuer où il n'y avait personne. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller à la fac où là, ça partira vite. Et j'ai distribué, puis après je suis rentré dans la fac et j'ai vu la fac bloquée. Je t'avais parlé. Vous savez ce qui se passe ici ou pas? Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Rassemblement pour libérer la Sorbonne. Elle est occupée. Elle est occupée, elle est surtout fermée en fait. Qu'est-ce qui se passe avec la Sorbonne? Alors, la Sorbonne est fermée depuis quelques jours là, et mercredi, et les étudiants de la Sorbonne voulaient rentrer à nouveau pour organiser une assemblée générale et débattre de l'organisation de la mobilisation. C'est arrivé, tu vois, de manière très banale en fait. Hein. On n'a pas très bien compris ce qui se passait, il y avait cours, et puis tout d'un coup, on a appris qu'il y avait eu une assemblée générale. Et que les cours étaient interrompus le lendemain. Le mot d'ordre qui a été donné, ça a été on occupe jusqu'à la réouverture de la Sorbonne, parce que de la réouverture dépend finalement la capacité du mouvement étudiant à s'organiser pour la mobilisation en cours. À l'extérieur, il y a eu des tensions un peu avec les flics. À l'extérieur, il y a eu des tensions, il y a eu quelques charges, ça a un peu tapé. Visiblement, Sarkozy veut pas faire trop de mal aux étudiants et pas trop se mouiller pour le plan de Villepin. Je suis tout de suite allé devant la Sorbonne, c'était la nuit après qu'elle avait été occupée. Il y avait à l'intérieur des étudiants, il y avait à l'extérieur d'autres étudiants qui cherchaient à entrer, il y avait les CRS qui l'avaient entouré. Et je me souviens qu'il y avait vraiment dans l'atmosphère quelque chose de fort. On sentait vraiment qu'on était face à un événement social très important. Donc un matin, il y a eu donc Jean Jaurès, le gros lycée de Montreuil, enfin je sais pas, moi je suis arrivé à 9h, j'avais cours à 9h, et puis j'ai vu tout Jean Jaurès sortir du lycée, de notre lycée, qu'ils avaient occupé, ils avaient fait sortir tout le monde. Donc j'avais 5 minutes de retard pour aller en cours, et là je vois tout le monde qui descend, et je me suis dit tiens, c'est mauvais signe ou bon signe. Et là je vois que tous mes camarades me parlent de mouvements anti-CPE. C'est là que ça a commencé, quoi. Au mois de février 2006, des milliers d'étudiants descendent dans la rue pour dire non au contrat première embauche. Ce contrat allège le patron de ses charges, mais lui permet aussi de licencier sans donner de motif. Le refus est immédiat. Le 18 mars, 1 million de personnes défilent de la place d'Enfer à la Nation. Et quand ils ont commencé les manifs, moi je suis allée seulement à la grande manif d'Enfer, je crois que t'étais toi aussi. Et c'était super sympa, il y avait plein de monde, jeunes, adultes, enfants. Tout le monde il était très convaincu, mais c'était une ambiance super, quoi. Pas de problèmes, rien du tout. Et justement, mes amis, ma famille en Italie, ils m'appelaient ou ils m'écrivaient des mails en disant mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Paris brûle de nouveau. Parce qu'il avait eu je crois quelques mois avant, il avait eu les problèmes des banlieues. Donc de nouveau, toute la presse italienne, c'était Paris brûle parmi les étudiants. Mais j'avais pas vu cette impression, quoi. J'avais pas eu cette impression-là. Qu'il y avait eu dans les rues
des émeutes assez fortes, des manifestations qui parfois elles étaient aussi un peu tendues, surtout devant la Sorbonne. Et ce qui me frappait, c'était les contrastes par rapport à ça d'une assemblée générale où il y avait vraiment des étudiants que j'ai jugé très mûrs, très inquiétés sur la forme même de ce qu'ils faisaient. Qui est contre la résolution du blocage? Qui est pour la résolution du blocage? Qui s'abstient? Et s'il vous plaît, qui s'abstient? D'accord, qui prend la parole au vote? D'accord. Avant de partir, la prochaine assemblée générale est demain à 11h. Maintenant, on va tous sur le tapis. Il y a une action. Bientôt, ce n'est plus la grève qui est votée, mais le blocage. Blocage des lycées, des universités, mais aussi des routes, des voies ferrées. À Rennes, Strasbourg, Nice ou Paris, ça bloque. Quoi? Une société? Plutôt une évolution dont il voudrait changer le sens. On a beaucoup vu et dénoncé des scènes de violence. Ce n'est sûrement pas à cela que se résume la lutte. L'image spectaculaire des casseurs est certes plus simple à montrer qu'une interrogation sur la complexité d'un tel soulèvement. Non, la colère s'est exprimée en rang serré, au pas, avec obstination. Le 4 avril, ils étaient 3 millions à répéter encore « non à la précarité ». Une semaine plus tard, au milieu des vacances de printemps, Jacques Chirac retire le CPE, mais maintient la loi pour l'égalité des chances, dont le contrat n'était qu'un article. L'élite universitaire, qui habite à la Cité internationale, est restée extérieure au mouvement, mi-amusée, mi-agacée, quelquefois impressionnée. On ose peu parler politique en ces lieux, sauf ce jour-là, où la discussion s'est engagée entre Philippe, Anne et des étudiants italiens. La chose qui m'est frappée toutes les fois, c'est quelque chose de très immédiat, mais c'était le nombre de gens. Il y avait la première qui est arrivée juste en face de l'HSS, je me souviens. Il y avait vraiment, je ne peux pas quantifier, mais il y avait des milliers de gens. Puis après, il y a eu des manifestations où il y avait des millions de gens. Et ça, c'était quelque chose d'énorme. Et donc, j'étais beaucoup frappé par l'endurance des Français à poursuivre des manifestations l'une après l'autre, à insister vraiment. Et ça, peut-être aussi parce qu'ils étaient, je pense, très confiants dans leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils pouvaient y arriver. En Italie, ça, c'est pas donné du tout. Et on a eu un gouvernement de droite, on a fait plein de manifestations, mais on n'a jamais eu ça. Et par contre, ici, les Français, chapeau, parce qu'ils ont vraiment obtenu de garder leurs droits. Johan a 17 ans. Il est sérieux quand il parle de ce premier engagement politique. J'ai appris la solidarité, dit-il, et il ajoute « On était tous unis ». Mairie de Montreuil, métro,
terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Toutes les sculptures qu'on a fait avec des poubelles, des barrières, des grilles. C'est une fierté les blocages. Bah ouais, on était assez fiers de... pas celui-là. Là c'était les jours de grosses poubelles où on récupérait tout ce qu'il y avait dans la rue. Le mouvement s'est intensifié, puis nous on s'est un peu laissé porter par ce mouvement aussi. Donc là c'était les manifs où on se maquillait. En faisant ça, on s'amuse aussi, on rencontre plein de gens, quand on tout était ça. petit, on allait avec papa, maman, puis maintenant on y va avec des potes et puis on s'amuse avec eux. Et en même temps, on voit que bon, ben, on s'est organisé pour faire ça et tout ça. Et oui, c'est la première fois que le gouvernement retire quelque chose. On est fiers de nous. Il y a quand même, on a réussi, quoi, d'une certaine manière. Voilà, on est grand. Tout a commencé avec la loi Fillon. C'était la première fois dans notre lycée que ça se bougeait, apparemment les profs nous ont dit. C'était la première fois que des élèves se bougeaient pour réclamer quelque chose. On s'est retrouvés... L'année dernière, on n'était vraiment pas beaucoup, on devait être une quinzaine à tout casser dans le lycée. On est quand même 700, je crois. Donc bon, voilà, mais... finalement, sur cette année, on s'est retrouvés, on avait tout de suite, dès le début, nos contacts. Enfin, on savait qu'on était 15 déjà, donc ça faisait déjà une bonne équipe pour lancer le mouvement. Je pense qu'il y a une montée des tensions et on a pu le constater avec les émeutes. En novembre, c'est ça ? En novembre. Mais surtout que... Et puis, moi, je me suis dit ça, c'est que pendant les émeutes en novembre, j'ai pas eu le moyen de faire comme les autres, de dire que j'étais pas content. J'avais pas cassé des voitures, c'est pas ce que je voulais. Donc il fallait que je trouve un moyen d'exprimer cette même colère. Voilà. Donc moi, c'était le mouvement anti-CPE. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu brûler des voitures et qui ont attendu 6 mois plus tard pour crier dans la rue leur mécontentement. On a eu tout de suite après les premiers départs du mouvement une vidéo d'une dame qui avait pris un CNE, ce qui fonctionne à peu près pareil qu'un CPE, mais dans une petite entreprise. Et la femme disait qu'elle s'était fait virer pour rien. Donc c'est vraiment de l'irrespect, et c'est, oui, comme, légaliser la précarité, ou enfin, on n'est jamais sûr de ne pas être viré le lendemain. C'est vraiment des conditions de travail... C'est scandaleux et ça fait réagir tout le monde. Et c'est dit très explicitement. Il y a quelque chose qui va pas. Quand on voit au lycée les crédits qui baissent, les classes qui sont fermées, on nous retire chaque année des choses, on est de plus en plus dans les classes, on se dit que c'est pas normal. Comment on peut travailler à 32 avec des profs qui sont jamais là? J'ai eu 6 profs d'SVT cette année. Et des semaines de cours en moins, je peux pas avoir un travail normal. Et ça, c'était partout. Il fallait le dire. Évidemment que la manifestation, c'est pas de la réflexion en tant que telle. Mais merde, quoi, à un moment donné, c'est des gens qui arrivent, qui viennent, qui disent on est des citoyens, on habite dans ce pays, et on n'est pas des économistes, mais je veux dire, on a aussi une idée, tu vois, de ce que c'est que de... Enfin, on est responsable, quoi. Tu vois, pour moi, la manifestation, c'est ça, c'est dire à un moment donné, je me sens responsable du monde et de la société dans laquelle je vis. Ce que je voudrais dire, le plus important pour moi, c'est que quand je suis arrivée et que j'ai vu tous ces gens-là, en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était ils ont de l'énergie à revendre, mais ils veulent pas la vendre à n'importe qui et ils veulent pas la vendre n'importe comment. Donc la question que je te pose, c'est si moi je te dis j'ai de l'énergie à revendre, mais je veux pas la vendre n'importe comment et je veux pas la vendre à n'importe qui, est-ce que tu me dis que je suis une adolescente irresponsable ou est-ce que tu me dis que je suis une adulte? Voilà. Enfin... Il y a un moment donné où tu as l'impression que le seul moyen d'être
avec d'autres gens qui vivent dans ce pays, qui est la France, et qui ont une idée de la France qui ne correspond pas à l'idée des économistes, parce qu'en gros c'est ça pour faire simple, qui ont une idée en fait, comment te dire, c'est les gens avec qui j'étais à l'école. Donc si tu veux, on a eu les mêmes cours d'histoire, on a eu les mêmes cours de littérature, et puis on a eu les mêmes cours de récré surtout, quoi. Et moi je vois cette manif ce jour-là, donc je vois mais toutes les couleurs de la manif, c'est-à-dire tu as le militant CGT de base, mais tu as toutes les gamines et les gamins des cités, de Paris, de ce que tu veux. Ils sont là avec des pancartes, il y a écrit il y a des vers de Victor Hugo dessus, il y a ce que tu veux. Et moi je me dis mais c'est pas possible quoi. Il faut arrêter de dire que les Français ont peur de la mondialisation. La France à laquelle j'appartiens moi, la France dans laquelle j'ai grandi, au niveau de notre conscience politique, mais on est en avance de 20 siècles sur la mondialisation des élites. Moi j'ai grandi dans des écoles mondialisées. Voilà, c'était ça cette manif. Moi j'étais avec les petits frères de mes copains et de mes copines d'école. Je les vois pas dans mon travail, dans la fac où j'enseigne, ou dans les facs où j'étudie, où je vais à des colloques. Je comprends pas quoi. Des jeunes des cités totalement délaissées ont rejoint la capitale, malgré la galère du transport. Même si cela fait longtemps que la précarité est pour eux une habitude, ils défilent avec les étudiants sous les banderoles. Ils demandent une place et ils ont trouvé ici la possibilité de le dire. Les jeunes de banlieue, qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est-à-dire qu'ils sont, ils se sentent plutôt greffés à la société française. C'est-à-dire qu'il y a la société française et ils sont des greffons. Ils ne font pas partie de l'ensemble, si vous voulez. Parce que déjà, ces enfants-là, moi je les appelle d'abord, il y en a pour certains, c'est des apatrides, si vous voulez. Parce que déjà, il y en a pas mal qui ne parlent même pas la langue de leurs parents, leur langue d'origine. Pour vous dire, ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire tellement qu'ils se sentent français, c'est-à-dire ils sont nés en France, ils ont appris que cette langue-là, quoi. Et ces jeunes-là, quand ils cherchent à intégrer, parce que c'est le mot qu'on leur reproche, ils ne se sont pas intégrés. Quand ils essayent d'intégrer, parce que pour moi la meilleure façon d'intégrer, c'est de travailler. Quand ils essayent d'intégrer cette société, on leur ferme la porte. C'est les sentiments qu'ils éprouvent en ce moment-là, quoi. Il faut vraiment le vivre, la vivre plutôt cette situation pour comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, quoi. Et ce sentiment de colère n'avait pas encore disparu. Les mouvements anti-CPE ont commencé. Ça, c'est vrai. Et là, en ce moment, bon, voilà. Et il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres raisons qui sont descendues dans la rue en même temps, enfin, que les étudiants, enfin, que les gens de banlieue. Donc, ce mouvement anti-CPE avait un nom anti-CPE, mais il y avait d'autres choses là-dessus, quoi, qui n'ont rien à voir avec le CPE. À 2 pas de la Sorbonne, au 43 du boulevard Saint-Michel, Maria Koleva diffuse dans son cinéma appartement les moments récents de son journal filmé. Nous allons chez Madame Koleva. Les instants de la vie ne se répètent jamais, c'est sa philosophie. Alors il faut montrer les films tout de suite après les événements, pris sur le vif et sans montage. Surtout ne bougez pas, vous allez casser quelque chose. Je suis étudiante en histoire de l'art et je suis là parce que je pense que les barricades c'est symbolique et que les médias sont là grâce à ça et qu'enfin on parle de nous et ça c'est bien. Voilà. Je sais qu'il y a des centaines d'étudiants qui sont entrés dans la Sorbonne, en 2 vagues successives d'ailleurs. Les premiers sont entrés avant-hier et les seconds sont entrés par une ruse
aujourd'hui ou hier soir. Et maintenant, ils tiennent bien. Alors, on revient aux vieilles pratiques traditionnelles occupant la Sorbonne. D'ailleurs, on peut voir sur l'échafaudage des slogans dont certains rappellent un peu mai 68. Hier au soir, les CRS se sont sentis débordés à un moment donné. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes. Là, justement, dans ce film-là, ce que je trouve, moi, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, on se rend compte, comme tu disais tout à l'heure, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et que finalement, cette manif-là ressemble à des tas d'autres qu'on a pu faire depuis des tas d'années. Et que finalement, il se passe toujours un peu la même chose, et puis il se passe toujours un peu rien du tout, quoi. Et beaucoup, parce que le fait que tous ces gens-là aient vécu tout ça, ça leur fait qu'ils en ressortent différents. Alors ouais, on en sort différent. Et en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de le vivre, quoi. Ouais. De le vivre de A à Z, c'est-à-dire dans la fac où tu colles tes affiches, tu fais ton AG, tu pars en manif, puis après le soir, il y a un rendez-vous parce qu'il y a des gars qui sont allés s'enfermer dans la Sorbonne, qui se sont fait prisonniers tout seuls. Et après, donc, tu y vas, bon. Et 2 mois de ça, tu sors préparé. Mais c'est exactement ça. Enfin, moi, quand je voyais le film, je pensais vraiment à des rituels. Hein. Et c'est un peu ça dont tu parles, quoi. Qu'il faut forcément passer par ces rituels-là, peut-être pour savoir en connaître la limite et la puissance du mouvement politique, quoi, en quelque sorte. Et ce qui est bien avec le CPE, c'est que les manifestants ont eu gain de cause. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, la lutte politique, elle a été favorable. Hein. Parce que souvent, la lutte politique, elle n'est pas favorable. Gain de cause, moi je dirais non. Mais c'est quelque chose. On nous dit oui, mais non, mais oui, mais non. On nous dit oui, mais nous on dit non. Mais d'accord, ça a fait reculer le gouvernement une première fois depuis les élections de Chirac, quoi. Mais c'est un petit fusible qui a sauté sur l'ensemble de la contestation qu'il y avait, notamment l'ensemble de la loi sur l'égalité des chances, où il y a encore la suppression des allocations pour les enfants absentéistes, où il y a encore tout le pire de la loi est passé. Et après, voilà, c'est les directions syndicales qui ont dit voilà, on a eu ça, on arrête. La négociation, elle a été victorieuse. Maintenant, tout le monde chez soi. C'est là aussi que la logique journalistique, on voit sa puissance, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle décide que c'est terminé, elle arrête d'en parler, et voilà, c'est terminé pour tout le monde. Sauf pour les gars qui, justement, ont été dedans, ont approfondi, ont vécu tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire aussi se faire tabasser, aussi aller en prison, parce qu'il y a eu énormément de condamnations, comme pour les émeutes de novembre. Ça aussi, c'est tout un volet qu'on n'en parle pas dans la presse. Dans cette manifestation, il n'y avait pas que le CPE. Le CPE, c'était un prétexte, parce qu'il y en avait marre de plusieurs choses à la fois. Bien sûr. Et que c'était c'était une occasion pour lancer un message, quoi. C'est plein de choses qui ne se passent pas bien, quoi, dans la société. Et les messages, ils ont été réduits à un seul. Mais ça, c'est toujours le cas, Philippe. Tu vois, ça, je veux dire, tu peux pas attendre de... comment dire, jamais, d'une part, jamais la pluralité des opinions ne peut être représentée simplement et vite fait. Je veux dire, après, il y a le travail dans l'instant, il y a le travail dans le moyen terme, il y a le travail dans le long terme. Je veux dire, c'est aussi peut-être caricatural de dire il y a une représentation qui est celle des médias et puis il y a la vraie représentation qui est celle du peuple. Parce que je veux dire, déjà, de quel peuple tu parles? Combien de personnes il y avait devant la Sorbonne? Une centaine. Donc,
bon, très bien, tu vois, c'est effectivement peut-être aussi ceux qui, tu vois, qui sont les plus investis politiquement. Bon, c'est aussi essentiellement des gens de gauche. Or moi, à un moment donné, ce qui m'intéresse quand même, c'est la question de comment on va agir autrement que, tu vois, que par à-coup comme ça sur des... Et ça, pour moi, ça implique à un moment donné d'établir des contacts et des liens et des discussions avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller traîner devant la Sorbonne en pleine nuit devant un feu, c'est-à-dire pas les gens de gauche habituels. Mahamadou en connaît un bout sur la politique, mais il n'était pas devant la Sorbonne, ni dans la rue pour demander le retrait du CPE. Des contrats précaires, il en a eu beaucoup, et surtout, pas de contrat du tout. Pour payer ses études, il a fait tous les boulots, vendu des jeans sur les marchés ou porté des blocs de glace pour 10 €. Quand je demandais du travail dans les intérims, par exemple, on me demandait à chaque fois, est-ce que vous avez un diplôme? Je disais, bon, j'ai pas de diplôme. On me disait, est-ce que vous avez une expérience professionnelle? Ben, je n'avais pas. Parce que déjà, pour en avoir, il faudra d'abord que quelqu'un vous fasse confiance pour la première fois. Et personne ne voulait me faire confiance pour la première fois. Pour X raisons, enfin, pour plein de raisons. Déjà, la couleur, il faut le dire, quoi. Et là où je viens, il y a tout ça et plein d'autres choses. Donc on trouvait à chaque fois des alibis, enfin des excuses pour ne pas vous embaucher, quoi. C'est pour ça que moi j'ai dit le CPE c'était une bonne occasion pour certains qui étaient dans mon cas, qu'ils avaient pas de diplôme, qu'ils n'avaient pas d'expérience professionnelle, de travailler avec quelqu'un, enfin un patron qui leur offre cette chance d'avoir une expérience professionnelle. C'est par la suite que j'ai compris qu'en fait que le contrat il concernait tous les jeunes de moins de 26 ans. C'est-à-dire que si tu sois diplômé ou non, ça concernait. J'ai dit bon sur ce point-là peut-être qu'il y a un bémol, mais tout ça c'est discutable, quoi. Tout ça c'est discutable. Mais est-ce qu'on a vraiment laissé le temps de faire les choses comme il fallait, quoi. Et puis la façon dont aussi le projet a été mené, enfin ça s'est passé en force et tout ça, donc il y avait des choses à redire là-dessus. Mais tout ça, ça pouvait se faire dans une démocratie, quoi, sans qu'il y ait autant de choses qui font que vraiment le projet il tombe à l'eau finalement. Alors que le projet là, je pense que ça ne concerne pas que la France, c'est pratiquement toute l'Europe qui rentre dans ce type de contrat maintenant, quoi. Je pense que les manifestations contre le CPE, ils démontrent qu'on ne peut pas chercher des solutions à tout prix sur la peau des travailleurs. Et ça, peut-être, c'est une leçon que l'Italie peut en tirer, au sens qu'en Italie, on a commencé à penser que le travail il doit être précaire, sinon il ne peut pas exister. Aussi les jeunes, ils ont la sensation qu'ils n'obtiendront jamais un travail stable, qu'ils changeront tous les ans de boulot. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation du travail en Italie, mais le travail qui est créé, c'est un travail qui dure 3 mois. Les jeunes doivent chercher un autre boulot après, ils doivent s'arrêter, ils doivent changer des boulots 4 fois dans un an. Ils n'ont aucune tutelle sociale pendant la période où ils ne peuvent pas travailler. Et donc c'est ça qui va détruire les expectatives et la possibilité d'une entière génération face au futur. C'est-à-dire, ça devient à nouveau vraiment une réflexion sur la qualité du travail, et pas seulement sur le travail. Est-ce que, par exemple, on doit nécessairement travailler dans les conditions que les marchés nous imposent? Les Français qui manifestent parce que donc aussi bien pour dire non à la Constitution que pour dire non à la libéralisation du marché, à la dérégulation du marché du travail qui était proposée par le gouvernement. Donc tu as ce regard sur les manifestants français, que tu entends beaucoup, aussi bien en France qu'à l'étranger, qui consiste à dire les Français ne veulent pas bouger, les Français défendent leurs privilèges. Alors tu vois, on utilise le mot de privilège qui, tu vois, pour dire c'est cette révolution qui défend les acquis et que du coup les Français refusent absolument de s'adapter à la nouvelle réalité socio-économique. Alors, les lois du marché, ça ne veut pas dire qu'il doit détruire les droits de l'homme quand même. Par exemple, je sais qu'en Allemagne, il n'y a pas les salaires minimum. Donc, pour n'importe quel boulot, le patron il peut demander, il peut donner
à son employé 500 €, mais s'il arrive quelqu'un qui accepte de travailler les mêmes horaires et tout ça pour 250 €, il peut le payer 250 €. Ça, je trouve ça vraiment la jungle, quoi. Et c'est pas possible. Donc, c'est justement la sensation de garder des droits. Il y a un an, pour mettre fin à l'utilisation illimitée des stagiaires, une poignée de diplômés sous-payés forme Génération Précaire. Ils portent des masques pour cacher leur visage et montrer leur anonymat dans le monde du travail. Pour leur première apparition publique, ils obtiennent un écho médiatique impressionnant. Est-ce que, en gros, on s'élargit, on est d'accord pour signer des trucs qui sont dans lesquels on se place, mais qui dépassent juste la question des stages? On avait commencé à en discuter. Et ça, on n'a jamais pris de décision? Non, oui, on est d'accord. Et ça restait en stade des réflexions et des discussions. Et tant que... voilà. Ma réponse pour l'instant, c'est de dire, à partir du moment où on ne se nuit pas à nous-mêmes, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on se nuit à nous-mêmes. Quand tu es présent à Athènes, même sur des forums qui dépassent de loin le sujet qu'on a lancé et qui peuvent contenir des propos qui sont assez extrêmes, est-ce que vraiment on se nuit? Non, parce que tu restes dans un milieu qui est assez contenu. Alors je suis arrivée sur Paris en septembre 2005 pour un stage, pour mon 4e stage. Et donc je suis tombée sur cet appel à la grève des stagiaires et je me suis immédiatement reconnue dans le discours. Parce que donc j'étais en stage dans une grosse maison d'édition très connue, payée 25% du SMIC pour 40 heures de boulot par semaine, dans une boîte où il y avait 30% de stagiaires. Donc c'était clair que s'il n'y avait pas eu nous les stagiaires, la boîte aurait embauché. Donc il y avait ça parce que je me reconnaissais dans le discours et aussi parce que c'était un problème dont personne parlait, pourtant c'était pas nouveau. Et donc on a l'impression, maintenant on est jeunes diplômés, on doit forcément passer par une période de bizutage social. On peut pas, avant c'était bon, on nous disait fais des études, t'auras du boulot. Ben non, on a notre diplôme, on est obligé de se déguiser en salarié en faisant des stages, en étant payé le quart du SMIC. Et donc il me semble que c'est une façon de tirer vers le bas l'ensemble des gens qui travaillent. Pendant plus de 2 mois, Philippe a vécu au rythme intense du militant, mais il se définit comme un électron libre. Il est allé dans les facultés italiennes témoigner des modes d'organisation mis en place par les étudiants. Mais ce qui lui plaît, c'est de transformer le plat national, la manifestation, indigeste et sans saveur, en un mets bon pour le moral. C'est lui qui le dit. Donc j'avais écrit un premier texte satirique qui s'appelle Caliente Demonstration, qui critique l'immobilisme et le rituel manifestif est toujours le même, sous la forme d'une recette de cuisine. Après il y a eu la version théorisée, manifeste pour une manifestation festive, ou anthropologie de la contestation, premières esquisses. Donc voilà, de la décadence des manifestations et de l'ennui mortel qui y règne, de la nécessité d'utiliser l'absurde, la dérision et le cynisme ou le rire comme arme de diffusion massive, de la manifestation comme représentation, donnée spectaculaire et musicale, la part du visuel, en guise de conclusion, propositions concrètes. Je sais pas si les gens qui ont participé peuvent dire qu'ils sont devenus militants. Parce que militant, c'est sur toute l'année et c'est dans des organisations. À mon avis, ce mouvement était sur ces 2 points très différents. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'étaient pas dans des organisations. C'est-à-dire dans les assemblées générales, beaucoup de gens se présentaient en disant « je ne suis pas organisé politiquement, je suis dans aucun syndicat ». Et c'était pas vraiment du long terme, ça a été intense pendant 2 mois, et plus après, parce que ça continue encore
il y a encore des coordinations nationales. Il y a aussi toute l'histoire des procès et de la répression qui mobilise encore des gens. Et voilà. Je pense que le mouvement il est un peu caractéristique de la particularité française, puisqu'il y a eu des échanges avec les Italiens qui nous ont donné leur regard sur ce qui se passait en France. Et donc du coup on s'est interrogé sur quelles étaient les différences entre la politique en Italie et en France. Et il y a une image qu'on disait, c'était en France c'est un peu comme un soufflé au fromage, quoi. Ça explose tout d'un coup, mais après ça retombe. Ce qui m'a surpris quand je suis arrivée dans Génération Précaire, on s'est retrouvé avec plein de gens et la plupart n'avaient jamais milité. Et d'ailleurs c'est ça qui était super intéressant, parce que ce que je pouvais reprocher au collectif, aux formes de mobilisation traditionnelles, c'était de toujours faire, forcément on doit se retrouver, on a des codes à suivre, on doit faire les choses de telle ou telle manière. Et là, on se retrouvait avec des gens, pas mal de gens qui en avaient marre de la situation, qui voulaient faire quelque chose, mais qui n'avaient pas une marche à suivre préétablie. Et je crois que c'est ça qui a fait aussi l'originalité du mouvement, et puis qui a permis qu'on ait cette patate-là. Vendredi, c'est le 14 juillet, donc défilé militaire, et il y a la brigade des clowns qui a eu l'idée d'organiser un truc, les sans-culottes récupèrent la journée du 14 juillet, et faire un défilé au pas militaire, mais avec plein de collectifs, et en gros tous les 100, et puis... Je suis contre. Et donc voilà, une manifestive déguisée, tout ça. Et donc on nous a proposé d'être présents, quoi, avec nos masques. Une association d'idées qui dit ah bah voilà, des gens masqués ou des gens grimés pourraient aller ensemble. Mais c'est superficiel, faut juste le dire que c'est superficiel, voilà, des fois. Oui. Quelle est l'idée de vendredi? C'est ça ce que tu dois... Mais c'est dire quelle est l'idée et quelle est l'idée. Mais en gros, c'est dire que le 14 juillet appartient pas qu'aux militaires, et qu'il y a toujours des problèmes de précarité en France, et qu'il y a toujours un mouvement social, et puis que voilà quoi. Après on ne défile pas tous sous la même bannière, justement, chacun avec ses spécificités va apporter son message. On en a parlé tout à l'heure avec un mec justement. À quelques boulevards des fanfares militaires qui célèbrent la fête nationale, la brigade activiste des clowns rejoue l'histoire de France dans le jardin des Tuileries. Au bistrot, avant de les rejoindre, Leïla regarde la traditionnelle intervention du président de la République. La France est une grande nation. La France est la 5e puissance économique du monde. Elle est l'un des premiers exportateurs mondiaux. La France est un pays qui est la première ou la deuxième terre d'accueil des investissements étrangers. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'il y a en France des capacités de répondre aux besoins du développement plus qu'ailleurs. On va s'offrir maintenant des vôtres, tidalila, la, car c'est nous qui ferons les lois. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La lanterne, ah, ça ira. Et le repas, on attendra. Pauvre, misérable, chômeur, sans papier, sans toit, sans rien du tout. Bref, nous, les sans impurs, les gueuses et les gueuses d'aujourd'hui, levons-nous! Comme l'armée, descendons dans la rue, ensemble, demandons tout de suite et en petite coupure. Sans papier, sans travail, sans logement, les sans-culottes d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui marchaient ce printemps aux côtés des étudiants. Logement!
moi, là d'où je suis, c'est-à-dire enseignant dans une université publique de province, je peux vous dire que ça ne fonctionne plus tel quel. Ça ne fonctionne plus tel que ça devait fonctionner à l'origine, hein, c'est-à-dire l'idée, en l'occurrence, d'une une éducation universitaire ouverte à tous. Je veux dire, c'est complètement dévalorisé, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de savoir-faire, les profs sont désinvestis, les étudiants... Enfin, bon, pour moi, la crise qui s'est produite là, récemment, elle vient de là aussi, elle vient du désespoir des gens, qui est un désespoir qui n'est pas simplement lié aux mesures prises par le gouvernement, mais qui est lié à la réalité que vivent les gens, aussi bien dans les quartiers défavorisés, les quartiers vraiment sinistrés, hein, donc les zones en France qui sont vraiment désertées par les pouvoirs publics, les pouvoirs sociaux, parce qu'ils c'est pas déserté par la police, mais c'est déserté par les pouvoirs sociaux, ou les zones, je veux dire, ou même, et c'est ça, hein, là c'était des étudiants, c'est-à-dire pas des étudiants qui appartiennent aux banlieues, mais qui appartiennent... on va dire, aux classes moyennes inférieures, hein, qui ont peur de se retrouver justement de l'autre côté de la barrière, d'être prolétarisés. Mais il y avait sur Le Monde, il y avait une enquête journalistique qui montrait que, je crois, les 30 ou les 25, je ne sais plus, les 30 plus grands groupes financiers français, c'est-à-dire les 25 plus grandes industries françaises, elles avaient produit une quantité d'argent qui était la plus grande depuis l'après-guerre. C'est-à-dire la richesse totale qui avait été produite, elles n'avaient pas de précédents. Et en même temps, comme tu disais, on assiste à un recul de l'État social, un État qui cherche à s'investir toujours moins. On a la sensation qu'on est plus pauvre. Peut-être que notre génération elle a moins de perspectives et de possibilités que les générations passées. Et donc la question c'est, est-ce que c'est un problème de l'État social en tant que tel ou c'est un problème lié au fait qu'on cherche à démanteler l'État social, à le diminuer et peut-être à distribuer la richesse toujours d'une façon moins démocratique. L'activité reprend dans Paris. Les lycéens entrent en terminale. Les Italiens ont quitté la cité internationale et Anne finit sa thèse. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce mouvement? Des souvenirs, des pancartes, des banderoles, des affiches. Et puis des choses à dire. C'est pas fini. Si c'est pas cette année, si c'est pas l'année prochaine, ce sera celle d'après. Ça c'est pas fini. Il y a encore des choses à dire, il y a encore des... Parce que on nous a retiré le CPE pour nous faire taire, alors que c'était pas vraiment le mécontentement des CPE qui... La moitié des personnes dans la rue n'étaient pas contre le CPE, ils étaient contre plus de choses. Pas que la loi sur l'égalité des chances, pas que le gouvernement, il y avait plus de choses derrière. Donc ça reprendra parce que la montée des tensions, et là ils ont pas, c'est pas en décapitant le CPE qu'ils ont décapité le mouvement. Là on a pu avoir un condensé de tous les problèmes de la société, quoi, qui se sont agrégés dans ce mouvement. Et on a pu côtoyer voilà, des chômeurs, des sans-papiers, des intermittents, des étudiants très énervés, des étudiants plus tièdes, mais plein d'univers, quoi. C'était un gros mélange, un gros creuset très, très dynamique et très, très riche. Après la question aussi donc pour comment changer le monde, j'ai pas de réponse, j'ai pas de programme politique. Au début justement je pensais que c'était par la révolution, fallait attendre à chaque mouvement social il y avait possibilité de changer complètement le système, de prendre le pouvoir, tout ça. Et puis après je pense que maintenant je suis plus à dire résister c'est créer aussi. C'est-à-dire que c'est en faisant des choses, en construisant des alternatives qu'on participe à un changement de monde.
Je pense que ce qui m'intéresse quand même, c'est effectivement de faire quelque chose à partir Bon, tu vois, les gens vont dans la rue, ils disent pas content, pas content, pas content. Bon, ok. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et tu vois, qu'est-ce qu'on propose finalement? Pourquoi c'est si conflictuel, quoi? C'est parce que ça renvoie à des choses, parce qu'on est tous affectés aujourd'hui parce qu'on est tous en train de réaliser que la société, elle change à une vitesse hallucinante, qu'on se sent dépassé, quoi. Donc on a peur, et c'est pour ça qu'il faut constamment réactualiser, pas rester figé sur de l'idéologie, quoi. Il faut remettre en jeu constamment ses connaissances, ses idées, ses envies, et tout en respectant les gens qui pensent que ça va trop vite, certainement.